Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être de 15h à 16h. Et comme chaque jour, et depuis 2 ans, je ne suis pas seule dans ce studio, je suis avec mon acolyte, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy. Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Alors au programme aujourd'hui, pour cette dernière édition de Sans Rendez-vous, on a décidé de vraiment de prendre soin de vous. On a tous passé une année difficile, soyons honnêtes avec cette pandémie, alors on va se donner ensemble un bel élan pour passer un super été. Un été avec surtout un cerveau au top de sa forme, avec des conseils pour bien lui faire du bien évidemment, le booster. Et ces conseils, ils seront valables bien sûr toute l'année. Et puis, pour se projeter un peu sur les vacances de façon optimiste mais prudente, on ne peut pas le nier, le Covid est toujours là. Donc on verra ensemble comment profiter vraiment, mais comment la jouer collectif pour éviter une 4e vague à la rentrée. Pour parler de tout cela, nous recevons le professeur Philippe Amouyel. Il est professeur de santé publique au CHU de Lille. Ensuite, dans notre séquence qu'on va rebaptiser pour cette dernière, les tendances du quotidien, nous ferons un focus sur l'ASMR, ses bruits, chuchotements. Il y a des tas de vidéos disponibles sur Internet. L'ASMR est-elle réellement une méthode qui fait du bien et comment ça marche? On vous dira tout. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera de ces petits et gros mensonges qui peuvent parfois perturber la vie de couple. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1. Tout de suite, votre magazine santé va s'ouvrir avec ce vrai faux, vos questions au 39 21. Avec cette première question de Gaël, on l'écoute. Bonjour. Alors en fait, j'entends beaucoup parler des lunettes anti-lumière bleue et c'est vrai que ça m'arrive d'avoir mal aux yeux parce que je suis beaucoup sur les écrans. Est-ce que c'est une solution efficace ou est-ce qu'au contraire ça peut empirer la chose? Merci d'avance pour votre réponse. Alors pour vous donner les meilleurs conseils sur ce sujet, nous avons interrogé pour vous le docteur Ramin Tadayoni, chef de service ophtalmologie à l'hôpital Fondation Rothschild et à l'hôpital Lariboisière à Paris. C'est une excellente question. La réponse courte, c'est non. Et il n'y a pas de danger. Plus en détail, pourquoi la question se pose? C'est parce que la lumière bleue est du côté du violet, donc là où il y a plus d'énergie comparé au rouge, au jaune. Dans des modèles animaux, dans des expérimentations, il y a plus de dégâts quand la lumière bleue touche la rétine. Mais en pratique, chez l'homme, il n'y a ni preuve des dégâts induits par ces filtres en termes de myopisation, ni preuve du bénéfice en termes de protection de la rétine de ces filtres bleus. On en parle beaucoup à l'occasion des lumières LED, en particulier dans les écrans, en disant qu'il faut s'en protéger. Il faut considérer ces filtres bleus qui sont vendus communément avec des verres de correction comme des éléments de confort, plus qu'une protection médicale. Donc si vous êtes bien avec, vous les gardez. Si vous n'êtes pas bien avec, vous ne les utilisez pas. C'était très clair, c'était le docteur Tadayoni au micro de Barbara Silvera Sonigo. Jimmy, on va prendre une seconde question pour vous. C'est Chloé qui nous appelait de Normandie. Écoutons sa question. Bonjour Jimmy et Mélanie. Alors moi je vous appelle parce que j'ai des asthmes à répétition et j'arrive pas à comprendre pourquoi, d'où ça vient. Est-ce que c'est à cause de mon alimentation ou est-ce que ça peut cacher quelque chose de plus grave? Merci de vos réponses. Bon Jimmy, on va essayer de s'appliquer, enfin vous surtout, pour cette dernière question d'auditeur de Sans Rendez-vous. Les aftes, c'est un souci qu'on peut tous rencontrer un jour ou l'autre de temps en temps. Mais c'est quoi un afte, en tout cas pour l'instant du point de vue quand il est ponctuel, on va dire? Alors un aphte, le plus souvent, c'est une petite plaie, c'est un petit ulcère qui va être douloureux. C'est peu profond, ça arrondit. Et puis vous allez avoir un espèce de halo inflammatoire qui va entourer l'aphte. Et l'aphte va être en général avec un fond qui va être jaunâtre, un peu gris, ça va être douloureux. Et vous en trouvez principalement dans la bouche, au niveau de la joue, des lèvres, du plancher buccal, mais plus rarement aussi au niveau du palais, mais au fond aussi des amygdales. Donc c'est quelque chose qui est hyper fréquent, mais qui n'est pas forcément très grave. Qu'est-ce qui cause un aphte, des aftes? Alors il y a plusieurs explications. On pense que l'alimentation joue un rôle, notamment les fruits secs, en particulier la consommation de noix qui peut être associée à des aftes, mais aussi la consommation de fraises, d'ananas, de tomates, des produits laitiers, notamment le gruyère. Et puis, on sait que certaines carences, notamment en vitamine B9 ou B12 ou même en fer, peuvent être responsables d'aftes. Et puis, au niveau hormonal, on sait que le cycle menstruel ou même la ménopause peuvent favoriser la survenue d'aftes. Dernière chose, certains traitements, notamment des médicaments comme les anti-inflammatoires ou certains traitements pour l'hypertension artérielle, peuvent favoriser la survenue d'aftes. Bon, quand c'est un petit aphte comme ça, ponctuel, ça se traite. Moi, je laisse passer tout seul. Moi, j'ai une astuce qui marche très bien. Vous prenez tous les matins un verre d'eau sucrée, mais avec du sucre roux. Parce que, en fait, quoi qu'il arrive. Vous êtes sérieux là ou pas? Oui. En fait, vous faites ça pendant 8 jours et l'aphte va partir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il partira même si on le fait pas. Parce qu'il part tout seul, exactement. Donc, c'est la petite blague pour la dernière. Mais oui, mais au moins, vous aurez un levier. Vous dites, je fais quelque chose. Sucre roux, pas blanc, c'est important. Sucre roux, exactement. Mais et oui, l'aphte part tout seul, bio, exactement. En 8 à 10 jours, de façon spontanée, n'achetez rien à la pharmacie, gardez votre argent. Après cette petite blague, pour Chloé qui parle, elle, d'aphte chronique, est-ce qu'il y a des solutions et pourquoi tout d'un coup on peut avoir des aftes? Mais alors là, j'ai l'impression qu'elle parle de plusieurs aftes dans la bouche. Alors, on estime qu'il y aurait quasiment 10% de la population qui souffrirait de ce qu'on
qu'on appelle une stomatite afteuse récidivante, c'est-à-dire des aftes à répétition sans pour autant qu'on comprenne bien le mécanisme. Et dans ces cas-là, on va proposer certains traitements, notamment des anti-inflammatoires locaux avec de la cortisone. Mais attention, un aft ou plutôt un ulcère ne veut pas dire que vous avez simplement un aft classique. Vous avez le droit d'avoir une maladie de Crohn qui peut s'exprimer notamment parce qu'il ressemble à des aftes dans la bouche. Vous avez le droit d'avoir aussi une intolérance au gluten. Et puis, si jamais vous avez des aftes au niveau de la bouche, mais aussi au niveau génital, ça peut vous paraître bizarre, ça veut dire que vous avez une maladie immunologique qu'on appelle la maladie de Behçet. Et puis parfois, les aftes vont être pris à tort pour des simples aftes, alors que ça peut être de l'herpès. Donc toujours est-il que lorsque c'est trop récidivant, lorsque c'est trop fréquent, allez voir le médecin traitant, il pourra vous orienter et vous guider au mieux. Vu que vous nous avez fait un petit peu peur là, avec tout ce que vous avez listé, on est d'accord, la plupart du temps, c'est pas grave un aft. On fait strictement rien, on attend que ça passe. Et on non, prend un verre d'eau et avec du sucre roux. Le meilleur conseil de ces 2 saisons. Merci beaucoup Jimmy Mohamed, à tout de suite. Europe Dans un instant sans rendez-vous, c'est la dernière, donc on vous a concocté un petit programme bien-être, notamment pour prendre soin de votre cerveau cet été et toute l'année. On va se projeter ensemble un peu sur les vacances évidemment, comment conjuguer plaisir, détente tout en restant un petit peu raisonnable. L'épidémie de Covid n'est pas terminée, mais promis, on va pas se prendre la tête, alors restez sur Europe 1. 1. Sans rendez-vous sur Europe 1. Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. C'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Amouyel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de santé publique au CHU de Lille, directeur de la Fondation Alzheimer. Et avec vous, on va partir en vacances cette année avec un objectif, faire du bien à notre cerveau. Il a été un peu mis à mal cette année. Une année de pandémie qui nous a tous mis à cran, à plat, qui nous a épuisés. Alors on va tenter de reprendre tout pour remettre un peu nos méninges en route, si je puis dire. On va commencer par parler peut-être un peu d'alimentation, parce qu'on n'y pense pas forcément. Un cerveau en forme, c'est un cerveau qui est bien nourri. Il lui faut quoi en priorité à ce cerveau alors ? Alors il lui faut une alimentation équilibrée. Et ce dont on se rend compte, c'est que toutes les personnes qui consomment ce qu'on appelle un régime méditerranéen ou régime crétois, généralement ont beaucoup moins de troubles de mémoire et même, dans certains cas, moins de maladies d'Alzheimer. Et du coup, est-ce que du côté de l'alimentation, on dit souvent le poisson, les sardines, les oméga 3 peuvent aider à lutter contre certaines maladies? J'ai mon mari qui envoie un texto, la sardinade, est-ce que c'est bon pour le cerveau? Oui, non, c'est très bon. Pourquoi ? Parce que ça contient justement les fameux oméga 3 dont on parle. Jusqu'à présent, ce qui est étonnant, c'est que quand on prend des oméga 3 en comprimé à des prix incroyables, en général, ça ne change rien. En revanche, quand on mange des poissons gras, et tout type de poisson, y compris la sardine dans sa petite boîte, qui a longtemps mariné. Alors, il y a un truc quand même, c'est qu'il faut bien saucer la sauce d'huile d'olive, parce que généralement, les oméga 3, ils passent de la sardine à l'huile d'olive. Donc, n'oubliez pas de bien saucer. Donc, on lèche attention, parce que ça peut couper, mais c'est très bon. L'huile qui est au fond, on la jette pas. C'est très important. Alors, certains, ils sont nombreux, ont pris du poids avec les confinements, notamment. Donc, ils misent sur l'été pour faire un petit régime, on va dire, peut-être sans sucre, sans huile. Bon, déjà, c'est un programme un peu tristoun. Mais est-ce que le cerveau, il aime la privation ? Alors, le cerveau, il est protégé par le corps. Dès qu'il y a un problème, c'est lui qui a toute l'énergie et il ne consomme que du glucose, le corps. Mais d'une manière générale, il a besoin d'autres nutriments pour s'équilibrer. Et la meilleure chose à faire, après cette période pandémique où on a tous un peu abusé, c'est de revenir à un régime équilibré. Et surtout, parce que c'est ce qui gênait dans la pandémie, c'est le grignotage. Comme on n'a rien à faire, on est toujours allé prendre des petits biscuits, des petits ceci. Vous arrêtez ça, vous restez à 3 repas par jour et vous allez voir, ça va aller mieux. Et du côté de l'hydratation et plus particulièrement de l'alcool, on sait que les apéros reprennent, on peut aller sur des terrasses. Est-ce que la consommation d'alcool va avoir un impact sur notre cerveau ? Oui, malheureusement, l'alcool et tout ce qui va dans le cerveau, c'est-à-dire la consommation de tabac, par exemple. Parce que l'alcool, ça va pas juste... oui, ça va dans le sang et forcément, on n'y pense pas forcément, mais ça va intoxiquer le cerveau, c'est ça ? Le premier exemple, c'est que lorsque vous prenez un tout petit peu d'alcool, après 4-5 minutes, vous avez une petite sensation de détente et ébrayeuse. Ça va directement dans votre cervelet et dans votre cerveau et c'est ça qui explique. Le problème, c'est qu'à la longue, ça abîme ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique qui protège justement notre cerveau de tout ce qui est toxique qui passe dans notre sang. Et du coup, il vaut mieux ne pas en consommer avec modération. C'est quoi la modération ? C'est les recommandations officielles, 2 verres maximum par jour et pas tous les jours, c'est ça ? Oui, on va dire, moi je dirais plutôt 7 à 8 verres par semaine, moins de 10 verres par semaine. Vous êtes plus raisonnable, vous avez raison. Mais du coup, vous avez parlé du tabac, mais en quoi la consommation de tabac peut abîmer le cerveau? Ça paraît pas tout de suite très évident. Qui dit tabac, on pense aux poumons, exactement. Bien sûr, mais le tabac, c'est exactement la même chose. Quand quelqu'un va prendre, après ne pas avoir pu fumer pendant 2 heures dans une réunion, on va sortir, il va avoir une sensation de bien-être, parce qu'immédiatement, tout un tas de substances, comme la nicotine, va
aller directement dans son cerveau. Et du coup, à la longue, là encore, toutes ces substances, tous ces goudrons vont finir par abîmer cette fameuse barrière et qui ensuite générera tout un tas de problèmes. Bon, professeur Amouyel, pour remettre son cerveau en bon état de marche cet été, mieux vaut se mettre en mode repos total, sieste. Pour certains, c'est le programme principal. Ou alors, est-ce qu'il faut maintenir pendant l'été, pendant les vacances, pour les plus chanceux, un effort intellectuel? Alors, il faut bien se reposer, bien dormir, mais le cerveau, lui, ce qu'il déteste, c'est le repos. Pour être bien, pour être en forme, il a besoin de travailler. Alors, pas forcément des travaux contraignants, mais des travaux qu'on fait avec plaisir. Par exemple, si vous adonnez à la lecture, ce serait très bien. Mais vous pouvez lire ce que vous voulez, vous pouvez lire des BD, mais Même lisez, des magazines un peu... même des Ouais, ça, magazines, même des ouais. magazines un peu people sur la plage, oui, vous pouvez les lire du moment que vous lisez. Ça fait faire un effort à votre cerveau. Parce que ça fait imaginer, ça fait... Ça c'est fait travailler ouais. votre cerveau, en fait. Et ça le fait travailler dans plusieurs dimensions, dans la dimension du goût, des souvenirs, des images. Donc tous ces éléments viennent stimuler votre cerveau. Dans la même ambiance de stimuler son cerveau, est-ce que partir à l'étranger, découvrir une nouvelle langue, ça permet de stimuler aussi le cerveau? Alors oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est de sortir de sa zone de confort. Donc, quand vous allez à l'étranger, vous avez perdu vos petites habitudes à la maison, vous vous adaptez à de nouveaux systèmes, ça stimule très bien votre cerveau. Quand vous apprenez une nouvelle langue, là encore, vous protégez votre cerveau. On a beaucoup fait d'études chez nos amis canadiens. Vous savez il y en a beaucoup d'entre eux qui sont bilingues. Et bien, ceux qui parlent aussi le français dans la région de Québec font à peu près 2 fois moins d'Alzheimer que ceux qui sont dans la région ouest, qui là est très anglophone. C'est incroyable. Professeur Amouyel, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous. Europe 1. Dans ce rendez-vous avec le professeur Philippe Amouyel, nous allons nous pencher sur l'intérêt de jouer pour garder un cerveau en forme. Et l'été, en plus, on a souvent davantage de temps pour les jeux de société, par exemple. Mais vous savez quoi? Les jours de pluie estivale, on peut aussi miser sur les jeux vidéo. Et oui, ils sont un super outil pour booster son cerveau. On va vous expliquer comment. À tout de suite sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité toujours en studio avec nous, c'est vous, professeur Philippe Amouyel. Vous êtes professeur de santé publique au CHU de Lille et directeur de la Fondation Alzheimer. Vous êtes à nos côtés cet après-midi pour nous aider à bichonner notre cerveau cet été et toute l'année, bien sûr. Et s'il y a une chose qui est bénéfique pour lui, c'est le jeu. Les enfants doivent avoir un cerveau en pleine forme. Alors ça, on l'imagine bien parce qu'ils jouent tout le temps. Mais nous aussi, adultes, c'est vraiment très important et excellent pour notre cerveau de continuer à être joueur, de jouer tout simplement. Bien sûr, hein, les enfants apprennent, et dans tout le règne animal, les petits apprennent en jouant avec leurs parents, en jouant avec le petit frère. Donc c'est comme ça qu'on apprend. Et ben, quand on est à l'âge adulte, il n'y a pas de raison que quand on joue, on n'apprenne pas. Donc le jeu est extrêmement important pour stimuler notre cerveau. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le jeu, il nous amène, alors à part les jeux qui sont plus ou moins solitaires, il nous amène à rencontrer d'autres personnes, à retrouver un lien social, à recréer des petites sociétés, des petits groupes, des petits enjeux, à avoir des sensations avec les autres. Il y a les mauvais joueurs, il y a ceux qui sont bons joueurs, il y a ceux qui n'osent pas jouer. Tricheurs. Par exemple. Donc, mais tout ça crée une stimulation cérébrale qui est extrêmement importante. Et on en a beaucoup manqué depuis 1 an et demi. Vous êtes lequel, Jimmy? Vous, le tricheur, je suis sûr, non? Moi, le tricheur et le mauvais perdant. Ouais, ça m'étonne pas du J'empêche tout. même les enfants de gagner. Impossible de les laisser gagner. Non, je ne peux pas. Ouais, je suis le père de C'est l'année. pour ça Mais, qu'il a un cerveau qui fonctionne bien. mais est-ce que du coup, si on joue aux échecs, par exemple, contre un ordinateur ou en ligne à distance ou seul avec un solitaire, est-ce que ça veut dire que ça marche pas et qu'on va pas stimuler son cerveau correctement? Alors non, là on rentre dans des stimulations qui sont particulières, qui sont des stimulations un peu comme la lecture que vous faites seul par rapport à des jeux. Souvent les jeux en ligne, vous êtes avec d'autres adversaires que vous ne voyez pas. C'est pas le meilleur côté des jeux vidéo, on y reviendra peut-être tout à l'heure. En revanche, ce qui est intéressant, c'est le jeu de société, comme son nom l'indique. C'est quoi de le plateau. jeu qu'il faut qu'on mette dans nos bagages cet été, qui a peut-être montré des preuves scientifiques de son efficacité? Je ne sais pas. Alors, des jeux qui ont fait des preuves scientifiques, j'en connais pas. Ouais. Mais Sur les dans jeux quelle vidéo, oui. famille, on va dire? Donc, la famille, des jeux où vous discutez, vous associez, si je peux donner un nom, je prends l'exemple de Dixit, qui est un excellent jeu où là vous faites travailler votre imagination à partir d'images. Vous n'êtes pas obligé de maîtriser le langage, vous pouvez jouer avec les enfants, vous pouvez jouer avec les plus jeunes, c'est très ludique, ça crée des liens, on ne voit pas le temps passer et là on stimule son cerveau. Quand on parle de jeux, on pense forcément aux jeux vidéo. Et là, est-ce qu'un enfant qui joue à Fortnite, à FIFA, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on doit le sortir un peu de là? Est-ce que ça peut les aider ou au contraire être un peu défavorable pour la mémoire ou le cerveau tout court? Alors, on a essayé les jeux vidéo de manière totalement expérimentale. On s'est aperçu qu'ils amélioraient un certain nombre de fonctions. Mais c'est des jeux vidéo un peu particuliers où vous devez faire 2 choses à la fois. Par exemple, le jeu type, c'est vous conduisez une petite voiture et puis vous attrapez des petits objets. Après, sur le côté addiction qu'il peut y avoir autour de ces jeux vidéo, comme avec Fortnite ou d'autres, oui, en effet, là, ça pose un problème parce que ça crée un isolement social. Et rappelez-vous, la vie en société est un des meilleurs stimulants du cerveau. Mais par exemple, et mes collègues canadiens actuellement font des essais, le jeu où vous avez une petite voiture, où vous allez attraper des petits objets, ça s'appelle Super Mario. Et Super Mario Kart en particulier
est un jeu qui est actuellement testé pour savoir si on peut stimuler. Donc, Dernier mais point. on mène toute la famille devant Mario Kart, Et même pour oui, les seniors, pourquoi ? par Parce exemple. que quand les seniors et les enfants qui viennent leur expliquer à jouer à Mario et que tout le monde s'intéresse avec un objectif commun, c'est un stimulant social et cérébral majeur. Je vous avoue, moi j'ai déjà essayé, j'arrive à rien attraper, c'est pas grave, c'est bon pour mon cerveau quand même. C'est très bon pour votre cerveau parce qu'à ce moment-là, vous interagissez avec vos D'accord, enfants. je suis pas c'est formidable. contente et tout ça, donc c'est super. Parfait. Alors on a un peu parlé tout à l'heure de bouger, c'est aussi important pour nos muscles en été, mais aussi pour ce cerveau. Mais attention, en été, il y a beaucoup de gens qui veulent tester des nouveaux sports, parfois des sports extrêmes, ou alors je dis carrément, je sais pas, des sports de contact, la boxe ou le football américain, admettons. Ça, le cerveau, il aime pas du tout, les trucs d'impact. Alors ce qu'il aime pas, c'est les coups. Ouais. Notre cerveau, il est fragile. On a une boîte crânienne qui nous protège, mais le cerveau flotte dans cette petite boîte. Il n'a pas beaucoup de jeu, donc un coup, le ballotte dans notre cerveau et l'abîme finalement. Donc ce sont des sports de type combat ou de type football américain ou rugby. On s'aperçoit qu'en effet, à la longue, il y a des risques de maladies neurodégénératives qui surviennent chez les joueurs professionnels. Ouais. Restons, Bon, un petit restons dans un truc contexte. de football pendant l'été sur la plage, c'est pas bien non, grave. c'est pas Ouais. ça. Essayez d'éviter de jouer avec la tête, jouez bien avec les pieds, mais voilà, ça ira bien. Et selon vous, quel est votre sport préféré justement pour le cerveau? Est-ce qu'il y en a un qui se démarque par rapport à d'autres? Alors, je crois qu'il ne faut pas forcément uniquement parler sport. Vous savez qu'il y a 3 à 4% des Français qui font vraiment du sport. C'est tout ? L'été, Ah ouais. sérieusement, régulièrement. Il vaut mieux parler d'activité physique. Je préfère ce terme-là. Et alors, vous pouvez faire... Le football peut être une activité physique et pas être un sport. Et l'activité physique la plus simple à réaliser, c'est de marcher. C'est de marcher, c'est de bouger. Et tout cela stimule extrêmement bien le cerveau à 3 niveaux. Aujourd'hui, on pense que cette activité physique, elle permet, d'une part, de diminuer votre risque cardiovasculaire. Parce que quand on a un risque cardiovasculaire, souvent, si on doit faire un Alzheimer, on le va faire plus tôt. Ça permet également de stimuler votre cerveau. Si on prend le cas extrême des marathoniens qui vont se mettre à sécréter des hormones sous l'effet du sport, vous de même, alors vous ne sécrétez pas des... Jimmy sécrète rien, toute l'année, il n'y a pas de problème. Ça sécrète très peu. Je transpire du kebab, de tout ce qui m'arrive. pas d'endorphine, etc. Mais vous avez des facteurs neurotrophiques qui apparaissent lorsque vous faites des activités de fond. Vous savez, ce qu'on appelle des cardio-training au sens large. Par exemple, la marche en Vous étude. imaginez, Jimmy, là, vous imaginez. J'ai déjà une bouffée d'angoisse. Et enfin, on s'aperçoit, alors au moins chez l'animal, on n'a pas encore démontré chez l'homme, que ça réduit certaines lésions. Quand vous prenez des petites souris, vous savez, vous leur mettez dans leur petit trou, elles se mettent à tourner. Petites souris qui sont programmées pour faire des Alzheimer, et celles qui ont des petits trous dans leur cage, elles en font un peu moins que celles qui n'ont pas de petits trous dans leur cage. Très bien. Professeur Amouyel, ne bougez pas, on va continuer cet entretien dans quelques minutes. Europe 1. Sans rendez-vous revient dans un instant et aujourd'hui on vous propose de vous préparer à vous faire du bien cet été. On a chouchouté votre cerveau, votre mémoire jusque-là dans l'émission et maintenant on va passer à une question cruciale. Va-t-on réellement pouvoir passer des vacances normales comme avant? Sans Covid, sans gestes barrières, risque-t-on une 4e vague à la rentrée? On va vous décrypter tout ça. À tout de suite sur Europe 1. Sans rendez-vous sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 dans Sans rendez-vous. Il est toujours à nos côtés cet après-midi. C'est vous, professeur Amouyel. Je rappelle que vous êtes professeur de santé publique au CHU de Lille, ancien directeur de l'Institut Pasteur de Lille. Alors, vous faites partie des experts qu'on a beaucoup vus commenter justement l'actualité Covid depuis un an. Professeur Amouyel, franchement, là, en l'état actuel de l'épidémie, on devrait quand même, je dis ça, mais vous allez dire si je me trompe, passer un bel été à peu près normal quand même? On va passer un bel été. Il sera peut-être différent de celui qu'on a passé l'année dernière, avec une meilleure compréhension de ce qui se passe actuellement. Et on a quand même un bel été parce qu'on a enfin un vaccin. Et c'est ça qui va nous aider finalement. Alors pourquoi on devrait être inquiet? Puisqu'on a un vaccin, on sait que le vaccin est efficace sur quasiment tous les variants. D'ailleurs, je crois que ce qui inquiète un peu la population et les autorités sanitaires, c'est le Delta ou Delta+. Pourquoi est-ce qu'on devrait être inquiet alors qu'on a un vaccin, que les Français se font vacciner? On n'est pas assez nombreux à l'être. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, le vaccin, il protège les gens qui sont vaccinés, c'est une évidence. Il leur empêche de faire des formes graves. Et si jamais une personne vaccinée rencontrée, ça peut arriver, le fameux variant Delta ou même peut-être le Delta+, si jamais il arrive en France, il va être protégé, il va alors peut-être même pas faire de symptômes, il va peut-être être un peu malade, peut-être aller un petit peu à l'hôpital si ça va vraiment, mais ça va s'arrêter là. En revanche, c'est tous ceux qui ne sont pas vaccinés. Et en fait, ce variant Delta, il se faufile dans cette population, il se reproduit, il se réplique dans cette population. Et c'est là qu'est le danger, c'est-à-dire qu'on a des gens vaccinés, on a près de la moitié des Français qui sont vaccinés. Et ce qu'il faut, c'est être vacciné complètement, avec 2 doses. C'est là qu'on résiste le mieux à tous les variants qui, jusqu'à présent, se sont présentés dans les différents pays européens et dans le monde entier. Donc en fait, la limite, elle est dans une course contre la montre entre la vaccination complète à 2 doses et ce variant.
Alors, les vacances approchent pour nombre de Français. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir faire sauter tous les gestes barrières au vu de ce que vous venez d'expliquer? Dans quelle situation il faut faire très attention encore? Moi, je sais pas, si on part entre gens vaccinés, on va voir les grands-parents qui sont vaccinés, nous, on est vaccinés. On va pouvoir vivre comme avant le Covid? Entre vaccinés, oui, les États-Unis ont déjà sorti des recommandations pour les gens qui sont vaccinés. Donc pas de masque, on est d'accord, On peut se faire la tromper bise. le masque, on peut se Ouais. faire la bise entre gens vaccinés, y compris quand il y a des enfants petits. Je crois que ça, c'est vraiment important Ouais. pour les grands-parents. Alors certes, eux ne sont pas vaccinés, mais comme les grands-parents ou les parents sont protégés, le risque de transmission ou de contamination ou de complications est relativement faible. Ça veut dire qu'à l'approche des vacances, là, les enfants qui vont retrouver les grands-parents, on n'est pas obligé de les isoler ou est-ce qu'on devrait faire quand même un test au bout d'une semaine à la fin de l'école pour être sûr que tout va bien? Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Alors tout dépend si vos grands-parents ou vos parents qui vont garder vos enfants sont vaccinés. S'ils sont vaccinés à 2 doses depuis au moins une semaine, on va dire 15 jours pour s'assurer, oui, bien sûr, ils peuvent y aller sans aucun doute. S'ils ne sont pas vaccinés, là, il faut faire attention, surtout en sortie d'école, parce que c'est un lieu où, dans la mesure où les enfants, en général, ne sont pas vaccinés, le virus peut circuler. On peut les faire tester aussi. Alors, on peut les faire tester ou on peut faire en sorte de ne les amener chez aux beaux-parents, de 15 qu'aux jours, grands-parents, 10 jours. qu'au bout de 15 jours. Mhm. Pour les plus jeunes, justement, les moins de 12 ans qui n'ont pas encore de possibilité de se faire vacciner, je crois qu'il y a déjà des tests en cours. On va pouvoir, est-ce que ça va être important de vacciner les enfants, d'ailleurs ceux qui n'ont pas encore le droit et ceux qui ont le droit déjà aujourd'hui, les 12-15 ans, est-ce que c'est important que les parents les fassent vacciner? Et oui, parce qu'aujourd'hui, même si tous les adultes se faisaient vacciner, ça ferait quoi? 70% de la population, et face à des variants comme le Delta, il faudrait qu'on soit au moins plus de 80% à être vaccinés. Donc il va falloir recruter des vaccinés. Déjà chez les moins de 18 ans, donc on peut aujourd'hui de 18 à 12, les Américains en ont déjà vacciné près de 4 millions d'adolescents. Maintenant, des essais sont en cours avec les vaccins à ARN messager en particulier, chez les moins de 12 ans. Pourquoi? Parce que dans cette population, il y a une circulation du virus. Et tant que le virus circule, il y a une possibilité de s'échapper et de toucher des personnes qui, dans la population, seraient très fragiles ou non vaccinées. À vous entendre, professeur, soit on attrape le virus, soit on se fait vacciner. Finalement, l'immunité, on l'aura tôt ou tard. Donc, mieux vaut se faire vacciner parce que le virus, il ne va pas disparaître. On parle déjà peut-être de 4e vague. Vous voyez ça comment? C'est sûr qu'une fois que vous avez été touché par le virus, si vous n'étiez pas vacciné, vous allez être immunisé. Mais dans quelles conditions? Avec des risques de complications, avec des risques d'hospitalisation. Donc, il vaut mieux se faire vacciner tout de suite, le plus vite possible, si vous pouvez le faire avant de partir en vacances. Et n'hésitez pas à faire la 2e dose le plus tôt possible. On peut la faire 3 semaines après la première dose. Et idéalement, ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse faire sa 2e dose n'importe où en France. Il est possible aujourd'hui avec l'assurance maladie de savoir si vous avez été vacciné ou pas, 1 dose ou 2 doses. À ce moment-là, on distribue les doses. Là, il faut être, on va dire, le plus souple possible avec les Français pour leur permettre de se faire vacciner massivement. Et c'est ça qui nous permettra d'avoir une rentrée sereine. Bon, on a compris quels sont les objectifs, on espère qu'ils seront tenus. Est-ce que malgré tout ça, en espérant qu'ils seront tenus, on ne pourra pas éviter cette 4e vague? Est-ce que vous pensez, c'est dur de faire des prédictions, tout le monde, on se trompe souvent, on s'est beaucoup trompé, qu'est-ce que vous en pensez en tout cas ce jour? Alors, en tant qu'épidémiologiste, on peut faire des projections. Ouais. Des prédictions, non? Alors, ouais. Mais des projections, oui. La projection, c'est que comme il est beaucoup plus contagieux que le précédent variant dit britannique nommé Alpha qu'on connaît, il va devenir dominant. C'est-à-dire qu'il va y avoir massivement 6 infections. Il y a des infections au variant Delta. Maintenant, ça va dépendre de la capacité qu'on aura fin août, pour dire un peu les choses, à avoir vacciné un maximum de gens. Et surtout, les plus fragiles. Parce que c'est là que vont malheureusement se recruter les gens qui vont aller à l'hôpital ou dans les réanimations et saturer le système de santé. Merci beaucoup, professeur Amouyel, d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été à nos côtés, très souvent d'ailleurs dans cette émission. Jimmy et moi, on a bouclé la boucle avec vous. Je précise que vous avez été notre premier invité de ce rendez-vous en juillet 2019 à son lancement. Merci beaucoup. Merci Mélanie, merci Jimmy. Europe 1. Dans un instant, une nouvelle chronique, les tendances du quotidien, une petite variante pour bien terminer cette saison. On va vous faire découvrir l'ASMR, ces bruits et chuchotements dont certains raffolent pour se détendre ou même s'endormir. Mais nous, on n'est pas endormis, alors à tout de suite sur Europe 1. Sans rendez-vous, votre émission santé de retour. Tout de suite, c'est notre chronique Les tendances du quotidien dans laquelle on vous propose aujourd'hui un focus sur l'ASMR, une technique de relaxation qui fait un carton sur le net. Et justement, pour commencer, on a été tester vos connaissances sur le sujet. L'ASMR, c'est petit bruit près du micro. L'ASMR est très à la mode. C'est une pratique utilisée pour se relaxer et se déstresser. C'est une nouvelle thérapie avec des sons et des bruits. Ça pourrait être un petit peu l'équivalent de quelqu'un qui va écouter des gouttes d'eau qui tombent, des oiseaux dans la forêt. Il y a plusieurs types d'ASMR au niveau des sons. Il y a les gens qui mangent,
Il y a les gens qui vont plus frotter du papier, mettre leurs ongles ou des petits tapotis. Paraît-il que ça marche sur certaines personnes, mais moi ça me fait bizarre d'entendre des bruits, des sons comme ça. Bon, il y a des gens qui regardent ça, je pense, pour se distraire, et d'autres, je sais, pour se relaxer, s'endormir. Il y en a beaucoup qui mettent ça justement en bruit de fond pour se concentrer. Je pense qu'ils se sentent reposés, relaxés, des sensations de bien-être. Il y en a peut-être au niveau du cerveau qui sont plus réceptifs que d'autres. Alors, pour y voir plus clair sur ce qu'est précisément l'ASMR, Barbara Silvera Sonigo, vous êtes en studio avec nous. Alors, l'ASMR, ça nous vient tout droit des États-Unis, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Eh bien, c'est une Américaine qui a inventé ce terme. Elle s'appelle Jennifer Allen. En fait, elle a découvert ces fameuses sensations de relaxation un peu par hasard en regardant des vidéos de l'espace sur Internet. Elle cherche alors à définir cette sensation et choisit le terme ASMR. C'est un acronyme pour Autonomous Sensory Meridian Response. En français, on pourrait dire qu'il s'agit d'une réponse autonome sensorielle culminante. Bon, c'est vrai, c'est pas évident à comprendre. On comprend rien. Mais pour vous donner une meilleure idée, je propose de tenter l'expérience tout de suite. On va donc écouter un extrait d'une émission spéciale ASMR dont la raconte sur Europe 1. Écoutez bien, elle est entièrement chuchotée. Un matin, je découvre que des merles ont fait leur nid dans la haie en face de ma chambre. Dans mon cerveau, ça devient une injonction absolue. Je dois veiller sur eux, éloigner les chats notamment. Du coup, de jour ou de nuit, j'ouvre ma fenêtre et je me glisse à l'extérieur pour prendre des nouvelles. Barbara, on vient d'entendre Christophe Ondelat chuchoter son récit, mais je crois que ça vous a fait pas... des frissons, Jimmy, je crois. C'est toujours déjà d'entendre Christophe Ondelat, c'est des frissons. Mais alors en ASMR, je vous dis pas, mais c'est pas toujours des chuchotements qui sont utilisés justement pour faire du bien avec l'ASMR. Effectivement, ça passe toujours par des sons qu'on va écouter, mais ça peut être toutes sortes de sons, des bruits de la nature comme le tonnerre, la pluie. D'autres se relaxent en écoutant du papier bulle qu'on éclate, ou même plus étonnant encore, certains adeptes raffolent des bruits de bouche. Enfin bref, en général, ce sont des bruits doux qui procurent une sensation d'apaisement et de bien-être, souvent comparés à des frissons ou des picotements. Sur YouTube, il y en a pour tous les goûts et certaines vidéos atteignent des dizaines de millions de vues. Des dizaines de millions et parce que Jimmy, il adore les bruits de bouche, il m'a dit qu'il écoutait. On l'utilise dans quelles circonstances, la ASMR, Barbara ? Eh bien là encore, tout dépend de vos envies. Certains l'utilisent pour s'endormir, d'autres pour se concentrer, comme Iman, 21 ans, adepte de cette technique depuis plus d'1 an. L'ASMR, pour moi, c'est réellement un moyen de me détendre, de me sentir bien, apaisée. L'utilisation, elle sera principalement le soir, ce sera plus pour dormir. Et en deuxième position, ce sera pour travailler. La nécessité d'être concentré, d'avoir un bruit de fond, c'est plutôt pas mal pour travailler. Il existe plusieurs types d'ASMR. Mon préféré, c'est l'inaudible. La personne va dire des choses qu'on va pas comprendre, mais qui sont étrangement vraiment apaisantes. Ça fait des picotements au niveau du cerveau, derrière le crâne, au niveau du front, au niveau des tempes. C'est hyper agréable. Et d'un point de vue scientifique, Barbara, est-ce qu'on a des preuves de l'efficacité de cette technique ? Eh bien non, la seule étude scientifique qui a été menée date de 2015 et montre que l'ASMR aurait un impact positif sur notre humeur. Waouh, bon, sur l'humeur, bon c'est déjà ça. C'est déjà ça. Ce qui est sûr, c'est que ces sons génèrent quelque chose dans notre cerveau. C'est ce qu'explique en tout cas le docteur Laurent Vercueil, neurologue au CHU de Grenoble. Pour l'instant, on ne peut pas du tout parler d'un effet clinique intéressant. Les gens qui l'utilisent disent que ça leur fait du bien, donc moi je ne les décourage pas du tout de continuer. Il faut probablement à la fois quelque chose de visuel et quelque chose d'auditif pour que ça génère une réaction qui est qualifiée de plaisante par ces personnes. Cette réaction, c'est surtout des picotements à l'arrière du crâne qui descendent un peu dans la nuque, peuvent toucher un petit peu les épaules. Quelque chose qui est pas très loin de ce qu'on appelle le frisson. Ce qu'on peut dire, c'est qu'avec les examens qu'on peut réaliser pour essayer de comprendre ce qui se passe, comme cela a été fait avec l'imagerie fonctionnelle, on peut mesurer les effets dans le cerveau. On voit que ça active certaines régions qui sont par exemple les régions des émotions. C'est aussi celles qu'on voit s'activer lorsqu'on a des frissons musicaux. Et puis aussi des activités dans le cerveau qui ont un rôle important dans l'analyse des états internes. Et le docteur Vercueil explique aussi que l'ASMR, ça ne fonctionne pas sur tout le monde. Certaines personnes exposées à ces sons ne ressentent rien du tout. On ne sait pas encore expliquer pourquoi, mais l'une des pistes, c'est que les personnes adeptes de l'ASMR sont plus facilement tournées vers leurs sensations internes. Une histoire de personnalité donc, et peut-être aussi de réceptivité. Merci beaucoup Barbara Silvera Sonigo pour cet éclairage donc sur l'ASMR, qui efficace ou pas, ne peut pas faire de mal. En tout cas, Jimmy, vous vous régalez tous les soirs, je crois. Non, ça dépend parce que les petits bruits de bouche, en particulier de mâchonnement... Je crois que votre femme déteste. Ben oui, c'est ce qu'on appelle être misophone. On pense que c'est 10% de la population qui sont vraiment agacés, énervés par ces petits bruits. Donc l'ASMR, c'est sympa, mais peut-être pas pour tout le monde. Pas pour eux en tout cas. Merci beaucoup. Europe 1. Dans un instant, sans rendez-vous de retour bien sûr avec la chronique Sexo de Catherine Blanc. La Sexo, c'est dans quelques toutes petites minutes, alors à tout de suite sur Europe 1. Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h avec le docteur Jimmy Mohamed et c'est Catherine Blanc qui fait son entrée en scène à présent. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, on va finir la semaine avec une question de Brigitte. On l'écoute tout de suite. Bonjour Catherine, une petite question un peu délicate. J'ai menti à mon mari en lui disant que je devais partir en week-end pour mon travail. En fin de compte, je suis partie seule. J'avais vraiment besoin de décompresser car j'étais vraiment très fatiguée. Je suis partie sans mes enfants et je n'ai pas tellement profité de mon week-end. Je me suis sentie coupable par rapport à cette situation. Qu'est-ce que vous me conseillez et comment je peux aborder le sujet avec lui? Merci beaucoup, au revoir. Bon, Catherine, elle est obligée de lui dire vraiment, franchement, le week-end s'est passé, elle est rentrée, il n'a rien vu. Non, enfin, je sais pas, c'est peut-être très malhonnête ce que je suis en train de dire. Elle a vraiment besoin d'en parler avec son mari, c'est si important que ça? Avant d'en parler à son mari, déjà, ce qui est intéressant, c'est que le mensonge, enfin, en tout cas, c'est l'expression d'un besoin de liberté. Et nos enfants font ça, c'est-à-dire qu'ils nous disent qu'ils vont faire des choses et ils font autre chose, pas tellement parce qu'ils ont peur qu'on leur dise non, parce qu'ils ont besoin de se prouver qu'ils peuvent s'appartenir. Donc là, elle a fait quoi? Elle est partie... Comme une enfant, donc. Comme une enfant, parce qu'elle n'arrive pas à dire tout simplement « je vais prendre l'air, je vais me détendre ». Là, moi, les enfants, toi, tout ça, là, il faut que je me repose, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin qu'on ne me sollicite pas et je pars. Et au lieu de se l'accorder, elle l'a fait comme une enfant, mais elle s'est retrouvée comme une enfant coupable. Oui. Donc, le but, c'est pas maintenant de venir pour avouer son délit, son méfait, ce qui est encore une façon de venir chercher la punition. Oui, elle a trompé personne, elle a été se reposer, c'est pas bien grave, non? Exactement, mais simplement, mais même si, enfin, et puis même, j'allais dire, si elle l'avait trompé, mais on voit bien que c'est une tromperie pour elle, parce qu'elle appartient à l'autre, ce qui en dit long sur ce qu'elle subit, c'est-à-dire que bien sûr que c'est lourd de vivre avec une famille, ses enfants, la sollicitation des uns et des autres, bien évidemment, mais on voit bien que dans la difficulté qu'elle a de s'appartenir, eh bien, il y a une part de la lourdeur de ça qui lui incombe à elle. Parce que sinon, elle pourrait dire stop, non, va demander à ton père. Vous voyez, une sorte de tranquillité, de pouvoir s'accorder des espèces, des bulles de sécurité individuelle. Ce qu'elle n'arrive pas à faire, donc elle l'a fait par le biais du secret, et le secret, elle se l'est fait payer toute seule. Donc elle ne s'est même pas reposée. Ce qu'il y a, c'est que son conjoint, il peut aussi, ou son mari, dire un mensonge est un mensonge. Là, tu m'as menti pour une bonne raison, mais oui, rien ne prouve que la fois d'après, c'est pour des raisons plus... Voilà, donc on peut comprendre, même si elle n'a pas à se justifier, l'ambivalence qu'on peut ressentir. Elle devrait le dire, selon vous, Jimmy? Non, moi je pense qu'il ne faut rien dire. Elle a profité. Je croyais que... Mais bon... Vous avez vu, on est d'accord pour une fois. Incroyable. C'est incroyable. Pour une fois. Mais oui, parce que effectivement, si le truc c'est de dire faut t'avouer, faut te pardonner, ça veut donc dire tu as été capable de. Alors demain tu vas me tromper, puis tu vas revenir et tu vas me dire. Moi j'aurais voilà. envie, Catherine, que vous lui donniez le conseil de comment elle peut faire la prochaine fois pour y aller et en profiter surtout. Tout simplement, elle dit voilà, je suis vraiment fatiguée, j'ai besoin de prendre l'air, je vais me prendre un week-end, chérie, occupe-toi des enfants, ça me fera le plus grand bien. Mais comment ça tu vas partir? Mais tu pars avec qui? Avec où? Écoute, arrête. Je pars pour me reposer, voilà. Et arrêtons de croire que je dois toujours répondre au désir de quelqu'un qui serait maintenant celui d'un amant. Je pars pour moi. Et il faut être tranquille, il faut pouvoir dire les choses. Alors après, s'il a envie de poster des détectives privés, alors là, ça en dit long sur la relation. Mais je crois qu'il faut pouvoir dire, il y a des moments, ça n'existe pas qu'on soit H24 avec la même énergie, la même disponibilité. Donc avant de proposer de partir un week-end, c'est déjà d'observer que si j'en suis là d'avoir besoin d'un week-end, c'est qu'il y a des espaces que je n'arrive pas à créer dans le cadre de la relation, et c'est déjà là qu'il faut pouvoir le créer. Surtout que son conjoint ressent peut-être exactement la même chose. Oui, et de lui dire... un week-end sur deux, on n'est plus ensemble. Un coup c'est toi, un coup c'est moi. Mais vous savez, mais les hommes le font plus volontiers parce qu'ils partent souvent entre potes, ils vont faire un truc sportif, etc. Ce que les femmes ne s'accordent moins. Ah, c'est bête. Moi aussi, je bouge pas. C'est dommage. Non, pour les femmes, pour votre femme, Jimmy, pour vous. En tout cas, elle devrait le refaire et en tout cas, sans culpabiliser, c'est très important. Et encore une fois, c'est pas elle devrait le refaire, c'est d'abord, elle doit trouver les espaces dans la famille et, le cas échéant, le refaire parce que c'est normal d'avoir besoin d'un espace à soi. On n'est pas mangé par les autres, physiquement, sexuellement, par les enfants, par le travail. Il y a des moments où on a besoin de s'appartenir, que ce soit 1 heure en journée, que ce ne soit pas nécessairement un week-end,
week-end. Une journée, ça peut être une nuit. Ça peut être une nuit ou ça peut pas être dans la nuit. Si on craint la notion de nuit, eh bien, on peut aussi avoir besoin de partir une après-midi en étant tranquille et sans avoir de compte à régler et revenir charger des courses pour le repas du soir. On peut aussi déléguer un moment à soi. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils précieux. Aujourd'hui et depuis 2 ans, ça a été un réel plaisir de t'avoir à nos côtés tous les jours dans Sans Rendez-vous. Alors vous l'avez compris, c'est notre dernière aujourd'hui. Je ne peux pas rendre l'antenne sans vous remercier. Vous d'abord, auditeurs d'Europe 1, merci pour votre fidélité. J'en profite aussi pour remercier toute notre équipe, notre chroniqueur beauté préféré, et surtout mon bras droit, Benjamin Lévesque. Merci Benji. Un bisou et un grand merci aussi à toi, Serge Fontaine, notre réalisateur et ami depuis 2 ans. Merci aussi à Barbara et Valentin, nos Tintin reporters qui ont fait un boulot remarquable cette année. Et enfin, merci à toi, Jimmy, le grand docteur Jimmy Mohamed. Merci pour tout, pour ton sérieux, pour la déconne aussi. Ça a été vraiment un réel plaisir. Je suis un peu émue, je ne peux pas le cacher évidemment, d'être à tes côtés tous les jours pour prendre soin de nos auditeurs. Merci. C'était un vrai plaisir, Mélanie. Merci à toi. On formait un vrai binôme, à la fois sur l'antenne et en dehors. Ça a été un vrai plaisir. Je ne voyais même pas du travail de venir ici à Europe 1. Merci aussi à Europe 1 de la confiance qu'ils nous ont accordée. 2 saisons se terminent, se passent, on passe à autre chose. Mais voilà, merci pour tout, Mélanie. Et merci de la fidélité des auditeurs et de tous vos messages. Merci. Allez, voilà, cette émission est terminée. Mais je vous signale que Sans Rendez-vous prend quand même ses quartiers d'été en mode ultra bien-être. Je vous donne rendez-vous donc chaque samedi de 10h à 11h sur Europe 1. Et maintenant, je cède la place à Mathieu Noël et Stéphane Bern. Bonjour, messieurs. Bonjour Mélanie. Ah ben voilà, laisser une œuvre inachevée. C'est un peu comme nous, c'est la dernière de l'année. C'est la dernière. C'est vrai que c'est pas fini. Hein. Alors, Anthony Gaudi, la Sagrada Familia, elle est toujours pas terminée. Kesare, une peinture qui s'appelle la peinture inachevée. Et Stromae nous a planté comme ça en plein milieu. Mais je sais que vous êtes dégoûté, Stéphane. Vous avez des places pour sa tournée de 2015 qui n'a jamais repris. Oui, c'est moi. Jamais remboursé. C'est moi, parce que vous étiez invité. Et non, il m'a jamais remboursé. Mais que devient Stromae? Pourquoi il a mis fin comme ça? En tout cas, pourquoi il a mis entre parenthèses sa carrière alors qu'il était au sommet? J'ai enquêté. Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite une excellente émission. Nous serons à l'écoute et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1.